Épisode numéro 104 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là en cette heure plus hâtive que d'habitude. Normalement, c'est les mercredis à 20h qu'on est en live sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et YouTube de Passion MLB. Là, évidemment, Canadien oblige. On veut regarder le match. On sait que vous voulez regarder le match aussi. On ne se mettra pas en plein milieu de la grosse machine du Canadien de Montréal. On a donc décidé de devancer ça à 18h aujourd'hui. Donc, merci à ceux qui nous écoutent en live. À mes côtés, Sébastien Berroir. Sébastien, comment vas-tu? On poursuit la tradition. Ça va mieux qu'Alex Cora et Rob Thompson. Est-ce que ça va mieux? Écoute, on aura la chance d'en revenir, évidemment. Là, ce sera un gros thème dans le podcast, mais est-ce que ça va mieux que Carlos Mendoza? Oui. Ouais. Certainement. Okay. Moi, je veux juste gager, tu trouves où? Est-ce que ça va mieux que genre Aaron Boone, maintenant? Ça, je ne sais pas. Je sais pas. Parce que ça va assez bien, lui, par les temps C'est ça. C'est ça. Mais on va dire que tu es un John Schneider. Tu sais, ça va mieux que la semaine passée. Ouais. Ça va mieux que John Schneider. C'est ça. Tu sais. Ben, avec toi, on ne sait jamais. Là. Non, c'est ça. C'est ça, tu sais. Je peux me lever demain matin, puis merci, bonsoir. Ouais, t'as des parts là-dedans, mais en tout cas, c'est pas grave. Oui, c'est un autre dossier, ça. Fait que, Sébastien, on ne s'éternisera pas là-dessus. Allons commencer voir ce qui se passe chez les Blue Jays de Toronto. OK! Blue Jays! Let's play baseball! Les Blue Jays de Toronto, ben écoute, il y a encore eu des blessures chez les Blue Jays de Toronto. Tu sais, Nathan Lucas, entre autres, là, qui commençait ça commençait à bien aller pour lui. Finalement, ça va sur la liste des blessés. On dirait que chez les joueurs de position, c'est un dossier différent parce que le nerf de la guerre, c'est vraiment sur le monticule que ça se passe cette année. Et là, encore une fois, il y a un lanceur partant qui a pris le chemin de la liste des blessés. Max Scherzer. Écoute, ça faisait une couple de semaines qu'il était blessé. Et là, finalement, quand le renfort revient, là, soudainement, il prend le chemin de la liste des blessés. On le sait que ça existe des blessures fantômes dans le monde du baseball. Il y a une partie de moi qui se dit, c'était soit la liste des blessés ou soit tu étais DFA. On va commencer par la liste des blessés parce que c'est plus simple. Puis j'en doute pas qu'il y a vraiment mal quelque part. Là. Ouais. Mais le timing tombe bien. Oui, c'est sûr. Si dans le cas de Lucas, c'était un petit peu surprenant, cette blessure-là, dans le cas de Scherzer, c'est pas tant surprenant dans le sens que on le voyait dans ses performances. Là. C'était pas le Scherzer des beaux jours, c'était pas le Scherzer de l'an dernier en fin de saison. Il se passait quelque chose. Donc, moi aussi, j'ai tendance à croire que oui, il a vraiment mal, il est vraiment blessé. Cela dit, comme tu l'as mentionné, ça ne veut pas dire qu'il va être de retour une fois qu'il va être rétabli de cette blessure-là non plus. Il ne rajeunit pas, notre bon vieux Max Scherzer. On a d'autres bras dans cette rotation-là, même si il nous en manque encore qui sont sur la liste des blessés. On a quand même une belle profondeur. Donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, on va passer à un autre appel dans son cas. Il va avoir rendu de fiers services, malgré les nombreuses blessures, mais ça, il fallait s'y attendre. On savait que ça allait faire partie de cette équation-là avec Scherzer. Mais là, on est peut-être arrivé au bout de l'histoire. Ben, comme on se le fait dire ici, Scherzer, tu ne peux plus l'avoir à temps plein dans une saison entière. Peut-être que tu de prendre une petite pause, puis ça va revenir plus tard. Peut-être que ça pourrait aider. Peut-être aussi que ce sera complètement fini, puis que son compteur à retrait sur 3 prises s'arrêtera à 3499. On ne le sait pas, il est vraiment trop tôt pour prévoir tout ça. On sait que l'an passé, à certains moments, il a pensé arrêter parce que son corps n'était plus capable de suivre. Finalement, il a trouvé des solutions. Est-ce que ce sera la même chose cette année? Ça reste à voir. En attendant, comme tu dis, ben, il y a d'autres gars qui sont là et un à qui on doit lever notre chapeau pour le moment. Ça ne durera peut-être pas. Mais Patrick Corbin, pour ce qu'on lui demande, ben, félicitations. Là, tu manges des manches, tu donnes des points de temps en temps. C'est un peu le gars qui a toujours été, ben, toujours à part peut-être sa première année à Washington, mais qui a toujours été depuis 5, 6, 7 ans. Là. Un gars que tu sais qu'il va lancer un nombre de manches. Tu sais qu'il va donner des points une fois de temps en temps. Il joue derrière une bonne défensive à Toronto. Fait que, ça l'aide un peu. Mais il mange des manches. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Exactement. Il n'est pas là pour sa moyenne de points mérités. Là. Il est là pour sa moyenne de manches lancées par match. C'est ça. Et la seule et unique raison pour laquelle... La moyenne de manches lancées par manche. C'est pas mal de 1, ça. Oui, c'est ça. Mais il est là justement pour manger des manches, comme tu l'as dit. Il faut qu'il lance le plus possible sans accorder trop de points. On le sait qu'il va en donner. C'est pas un gars qui va avoir une moyenne de points mérités de 2. Là. Ça, on ne s'attend pas à ça.
il va donner des points, mais s'il n'en donne pas trop et qu'il est capable de donner un 5, 6, 7 manches, qu'on est capable d'économiser cet enclos de relève qui en a grandement besoin, c'est un plus. Puis pour le moment, il fait le travail jusqu'au retour de certains autres lanceurs. On a Yes Savage qui vient d'effectuer un retour au jeu. On en a d'autres qui s'en viennent, aux Berrios, Shane Bieber. Donc, il faut toffer le temps que ces bras-là reviennent dans la rotation partante. Puis on doit compter sur un gars comme Patrick Corbin parce que là, on ne peut plus compter sur Eric Lauer. Pour la 28e fois depuis même pas un an, il est de retour dans l'enclos de relève. Mais attends, là, il est de retour dans l'enclos de relève, mais il lançait aujourd'hui. Puis là, ben, ça se peut que lundi, il soit partant aussi. Ça dépend si Berrios peut jouer ou pas. Puis là, après ça, on le renverra dans l'enclos de relève. Aujourd'hui, il n'a pas été excellent, on va le dire comme ça. Lui, bon, on en parle, là, il a été barouetté. J'ai l'impression qu'il y a énormément de frustration. C'est peut-être le gars le plus frustré envers ses patrons là, présentement à Toronto. Mais la bonne nouvelle, c'est que, ben, pour ses patrons, du moins, la bonne nouvelle, c'est que tu peux continuer de le tasser un petit peu plus loin parce que là, Trey Savage est revenu. Ça c'est un bon morceau quand même. On l'a vu dans le match d'hier. De lancer 5 manches et un tiers comme ça, de ne pas donner de points. Il n'a pas été chercher énormément de retrait au bâton, mais tu voyais qu'il y avait quand même une certaine domination, puis que tu vois que rapidement, il peut redevenir le lanceur qui était l'an passé quand il est arrivé dans le baseball majeur. Ça doit aider John Schneider, ça doit aider Pete Walker, ça doit aider bien du monde en ce moment. Évidemment, peut-être que ça va flancher dans les prochaines semaines, que son bras va relâcher ou quoi que ce soit, mais s'il continue sur ce chemin-là, qui est en santé et qui lance comme il faut, ça va aider. Ben, je pense qu'on a fait les choses de la bonne façon du côté des Jays. On a quand même été patient dans son cas. Je n'ai pas vraiment d'inquiétude à ce que son bras lâche. Puis il ne fallait pas s'attendre non plus à ce qu'il retire 14 frappeurs sur des prises dans son premier match à son retour. Ça va venir tranquillement. Là, l'important, c'était pas donner beaucoup de points, puis essayer d'aller le plus loin qu'il pouvait selon ses limites. Puis il l'a fait très bien. Puis là, on va étirer la sauce un petit peu, puis on va aller un petit peu plus loin de départ en départ. Moi, j'ai aucun doute sur Yes Savage. Il va connaître des passages à vide dans cette saison-là, mais j'ai pas de doute qu'à des moments dans cette campagne-là, il va être extrêmement solide. Il va connaître peut-être 1 ou 2 passages à vide, puis qu'à la fin de la saison, si jamais on change le vent de côté, on va avoir un Yes Savage en pleine possession de ses moyens, puis c'est là qu'on va en avoir besoin. Puis, tu sais, un des objectifs qui a été réalisé par la force des choses des Blue Jays, c'est de limiter son nombre de manches parce que l'an passé, c'était sa première saison chez les pros. La marche était déjà plus haute. Là, on continue de monter sur une saison de 162 matchs. Il a déjà manqué le premier mois. Il n'y a pas eu vraiment de camp d'entraînement. Fait que par la force des choses, même s'il y a une charge relativement normale, il va s'économiser des manches. Donc, théoriquement, devrait être en forme à la fin de la saison. Évidemment, c'est dans un monde de licorne où tout va bien et où les arcs-en-ciel sont beaux. Ça se peut que ça ne se passe pas comme ça, mais du moins, les Blue Jays ont mis les chances de leur côté pour essayer que ça se fasse. C'est pas parti pour ça, par exemple, l'arc-en-ciel. Là. Les licornes se font attendre. On va aller chercher le pot rempli d'or au pied de l'arc-en-ciel. Il faut que tu te rendes au bout, par exemple. Là. C'est encore un bout de chemin à faire. Là. C'est un projet, ça. Oui. Un qui va aider aussi, c'est José Berrios qui a lancé dans le 3 hier. Pourrait être de retour lundi. Les Blue Jays qui vont évaluer justement est-ce que c'est mieux de donner un autre départ dans les mineurs ou de le ramener. Moi, j'ai le sentiment qu'on va prendre la décision de l'amener dans le baseball majeur pour envoyer Lauer en relève. Mais encore là, ça dépend. Si dans les prochains jours, il ressent encore une certaine douleur ou quoi que ce soit, ce sera ça. S'il revient dans les majeurs, ce sera une espèce de rédemption pour lui dans le sens où les 8-9 derniers mois, mais la dernière année, parce qu'il n'y a pas eu une bonne saison générale, la dernière année a été tough pour Berrios. S'il est capable de revenir sur le monticule, et on ne lui demande pas d'être un Cy Young. Ça, on le demande à Kevin Gausman, puis à la limite, on va le demander à Dylan Cease aussi. C'est à ces gars-là que tu le demandes. Berrios, on lui demande juste d'être stable. Puis s'il est capable d'amener ça, on va l'oublier, ce qui s'est passé en 2025, puis on va l'oublier qu'il est parti en série mondiale puis qu'il n'a pas accompagné ses coéquipiers ou peu importe. Fais ce que tu as à faire là. Tu sais, cette ligue-là, Sébastien, c'est qu'est-ce que tu as fait pour moi récemment. Puis si récemment, il est capable de bien lancer, bien récemment, il va être aimé par ses patrons. Certainement. Par contre, si on disait tantôt qu'il est Savage, on n'a pas tant de doutes sur lui. Moi, j'ai des doutes sur Berrios parce que l'an dernier, il lançait probablement malgré une blessure, a connu un recul au début de la saison. Là, on le ramène. Puis tu disais, oui, on va essayer de le ramener le plus rapidement possible. Mais moi, j'ai plus de doutes par rapport au reste de la saison. Qu'est-ce qui va arriver avec José Berrios au point de vue des blessures? Si José Berrios est en santé, je pense qu'il va redevenir le lanceur
qu'il était par le passé. Par contre, s'il n'est pas à 100%, puis qu'on ne le sait pas, parce que l'an dernier, on n'était pas nécessairement sûr qu'il était blessé. Là. Peut-être on avait un doute, mais jusqu'à la toute fin, on ne le savait pas nécessairement. Puis il y avait des répercussions sur ses performances. Si c'est encore le cas cette année, peut-être que ça va être difficile pour Berrios puis qu'il ne pourra pas redevenir le lanceur qu'il était. S'il est à 100%, par contre, c'est tout un atout pour la rotation des Jays. Surtout dans les circonstances. Cody Ponce qui est blessé jusqu'à la fin de l'année. Shane Bieber n'est pas proche d'un retour. Là, ça va aller probablement au mois de juin si ça va bien. Donc, on verra si Berrios peut faire la différence. Sébastien, je veux qu'on parle de ce qui se passe en relève un petit peu. Ça se tramait et là, ça s'est officiellement décidé depuis le dernier épisode de notre podcast. Jeff Hoffman, qui n'est plus le releveur de confiance des Blue Jays, c'est un comité qui, pour l'instant, est formé de Louis Varland et Louis Varland. Fait que je ne suis pas en train de te dire qu'il est le closer, là, parce que ça serait excessivement malhonnête de ma part. Mais je suis en train de te dire qu'il est le président du comité. Là. Oui, tu as 4 options là, de ce que tu viens de mentionner. Là. Hey, John Schneider a la main pleine. Là. D'un soir à l'autre, il peut choisir entre lequel Louis Varland il envoie sur la butte. C'est extraordinaire. Mais on était-tu rendu là ou on ne l'était pas du côté des Jays? Il fallait y arriver. Jeff Hoffman, ça ne date pas d'hier. Ce n'est pas des contre-performances en début de saison qui ont fait que Jeff Hoffman n'est plus le closer des Jays. Ça date de l'an dernier. Il n'a pas été en mesure de renverser la vapeur. On lui a laissé une chance. Là. Il n'a pas fait le travail l'an dernier. On le ramène dans le même rôle. On lui laisse cette chance-là. Il ne l'a pas pris. Donc, il fallait passer à autre chose. Puis, c'est pas comme si on ne l'avait pas dit, mais dans un rôle un petit peu plus effacé, avec un petit peu moins de pression, il a fait le travail dans le match d'hier. 100%. C'est pas surprenant, ça? Hein? C'est pas surprenant. Mais par contre, la seule chose, c'est que Louis Varland devient closer, mais ça enlève un petit peu de possibilités pour John Schneider. Louis Varland pourrait être utilisé dans n'importe quelle situation, à toutes les sauces, pourrait faire partie de ce trio-là, là, des manches 7, 8 et 9. Là, par contre, on l'a un petit peu sécurisé dans un rôle de closer parce qu'on n'a pas d'autre option en ce moment. Ouais. Encore une fois, ça prend un vrai closer à Toronto. Il va falloir adresser cette lacune. Si on se remet dans le portrait des séries éliminatoires, il va falloir le faire cette année. Sinon, il va falloir attendre à l'hiver puis trouver cette pièce-là qui est manquante au casse-tête. Puis, tu sais, j'en mettais un peu tantôt en disant il n'est pas closer. T'sais, dans les faits, évidemment, il ne sera pas nommé closer parce que, comme tu dis, il y a cette flexibilité-là qui est importante. Puis, des fois, si, mettons, en 6e manche, tu as le cœur de l'alignement qui arrive, tu es dans une situation critique, le match est serré, tu vas vouloir l'amener. Moi, je pense que c'est dans des cas comme ça que tu vas vouloir dire j'utilise Varland plus tôt et je prends quelqu'un d'autre du comité qu'on ne sait pas encore il est formé de qui pour finalement utiliser comme closer en 9e manche. Mais dans les faits, c'est clair que si John Schneider a les mains pleines et peut choisir, c'est Varland qui va aller chercher le sauvetage. On l'a vu, c'est arrivé 4 fois dans les 10 derniers jours. Il y a une fois que c'est arrivé, c'était Hoffman qui est en situation de sauvetage, il s'est mis dans le trouble et c'est justement la sortie que Varland a sauvé et qui a permis justement à John Schneider de dire OK, officiellement, on sort Hoffman de ce rôle-là. Et depuis ce temps-là, il y a eu 3 opportunités de sauvetage qui sont allées à Louis Varland et aucune à personne d'autre. Donc, ça va être un dossier qui va être intéressant à suivre parce que, comme tu dis, il faut adresser cette lacune-là. Oui, vas-y. Moi, j'allais juste dire, cette sortie-là de Varland, quand il a sauvé le derrière de Jeff Hoffman, là, ça pourrait être un point tournant de la saison des Jays. Là. Ouais. Si les Jays avaient échappé cette rencontre-là, ça aurait pu être une catastrophe. Varland a été capable de changer le vent de côté, de sauver la situation. Puis depuis ce temps-là, les Jays ont repris un petit peu du poids de la bête, ont repris leur rythme. C'est pas parfait, mais ça va mieux. Donc, ça aurait pu tout changer. Ce match-là. Je suis très d'accord avec toi. Sport Média ici qui nous dit je suis content chez les Padres, ils ont Mason Miller à ce poste-là, ça se passe pas trop mal. Pas mauvais, lui, hein? Non, ben là, il a donné 2 points l'autre fois, il est fini. Oui, mais c'est pas de sa faute. Pas de sa faute. Il y avait un officiel qui n'est pas capable de voir que la balle, elle touche même pas à la ligne. C'est incroyable. tu vois, même le système ABS, ça règle pas tout. Là. Non. Les officiels trouvent d'autres moyens pour être mauvais. Non, c'est ça. Tu sais, l'expression mettre du maquillage sur un cochon, là, ça reste un cochon derrière. Là. Ça, c'est bon.
Il y a des limites à ce que le mascara puisse, C'est ça. faire. Eric qui nous dit ici, est-ce qu'il y a un closer de disponible dans la ligue pour faire la job? Il est un peu tôt pour ça encore à ce moment-ci. Ceci étant dit, j'ai trouvé ça intéressant dans la conférence de presse de Dave Dombrowski, quand il a mentionné, le marché n'a jamais été aussi actif, aussi tôt durant la saison. Puis, tu sais, je veux dire, ça se ressent, on va y arriver évidemment, mais Alex Cora, Rob Thompson, qui ont déjà perdu leur emploi, on est encore au mois d'avril. C'est deux gros marchés qui ont congédié. Écoute, Alex Cora, un des plus gros gérants du baseball, Thompson aussi, qui est un gros nom. Donc, le marché bouge rapidement. Est-ce que ça va se transposer jusqu'au closer? Est-ce que les Blue Jays vont faire partie des équipes qui vont peut-être en profiter plus tôt que d'habitude? On ne le sait pas, évidemment, Sébastien, on n'est pas dans le secret des dieux, mais c'est intéressant de noter que le marché est plus actif qu'à l'habitude. Oui, puis ça pourrait profiter aux Jays. Je pense que là, il y a plus d'équipes qui appellent qu'à l'habitude parce que c'est des gros marchés qui sont en difficulté. Ouais. Les Phillies, les Red Sox, les Mets ne peuvent pas se permettre de ne pas participer aux séries éliminatoires. Là, la panique qui est prise dans la cabane, qu'est-ce qu'on fait? On saute sur le téléphone, puis on appelle toutes les formations qui sont un petit peu dans le trouble, puis qui ont des actifs disponibles, que probablement il aurait mis disponible au mois de juillet, mais que là, si tu as 3-4 équipes qui t'appellent, puis que tu as l'offre que tu aurais eue au 31 juillet, mais pourquoi pas y aller dès maintenant? Puis là, c'est là que les Jays peuvent rentrer dans ce derby-là, puis dire, nous, on a besoin d'un closer. Si, le prix va être élevé, là. Tu sais, que ce soit dès maintenant ou que ce soit au 31 juillet. Habituellement, on payait moins cher si on faisait une transaction au mois de mai, mais il y en avait une ou deux, c'était très rare, puis ça accommodait les deux équipes. Là, si on se lance dans une guerre d'enchères, les prix vont monter, mais les Jays en ont besoin. Donc, tu dois payer que... Moi, j'aime mieux payer au mois de mai. Tu as 2 mois de plus de ce closer-là ou de ce joueur que tu vas aller chercher. Oui, ça coûte cher, mais c'est peut-être lui qui va te permettre de participer aux séries éliminatoires à la fin de l'année. Puis tu as raison, des fois, c'est plus circonstanciel aussi quand un joueur est échangé un petit peu plus tôt, mettons au mois de mai. Là, je me rappelle pas de mémoire, c'était-tu en mai, c'était-tu en juin, mais Raphaël Devers, l'an passé, quand il a été échangé, c'était ça. Les Giants, il n'y avait pas 8 équipes qui pouvaient aller chercher Raphaël Devers et son gros contrat. Donc, la transaction aurait été la même rendue en juillet, rendue là. Donc, il fallait se débarrasser du problème. Il fallait aller chercher un bâton du côté de San Francisco. Donc, peut-être qu'on assistera à quelque chose comme ça. Moi, je ne m'enlève pas de la tête. Là. Si Josh Hader revient en santé et que les Astros décident de lancer la serviette, il y a combien d'équipes, Sébastien, qui peuvent se payer un closer à 19 millions de dollars pour 2 ans et demi encore? Il n'y en a pas beaucoup. Là. Les Blue Jays en auraient besoin, une patte gauche. C'est le genre de gars peut-être qui serait à surveiller, mais encore là, c'est très, très spéculatif. Là. Pour l'instant, il est blessé, là, donc il n'y a personne qui pense aller le chercher. Là. Non, mais il commence à lancer, puis ton point est excellent. C'est le genre de bras, le genre de lanceur, de releveur que les Jays ont besoin. Ils ont l'argent pour aller le chercher. Les Astros s'en vont nulle part. La fenêtre se referme. Donc, tu sais, c'est des éléments qui font qu'il y a une possibilité qui sauve. Ça ne veut pas dire que ça va survenir, mais il y a quand même cette possibilité-là. Puis là, si le marché s'active, mais tu pourrais acquérir ce genre de joueur-là plus rapidement. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on a pour les Blue Jays. Allons voir ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. Juste avant de commencer, Baptiste, une question pour toi que je veux te poser. Est-ce que tu as d'autres casquettes que celles des Yankees? J'en ai plusieurs des Yankees, mais j'en ai pas d'autres que celles des Yankees. Ici, là, juste pour finir la conversation sur les closers, Griffin Jax, Joan Duran, David Bednar, ça m'étonnerait qu'il soit échangé par les Yankees. Là. David Bednar, tu m'as manqué un épisode? Non, c'est ça. Ben, je veux dire, rien n'est impossible, mais ça voudrait dire que les Yankees sont royalement dans le trouble. Ouais, ou ça veut dire qu'il s'est passé, je sais pas, il a couché avec la femme du président, ou une affaire de même. Ça n'a pas l'air de son genre, de ce qu'on peut voir de l'extérieur. Là, non, mais si on finit... Non, mais si on finit par blâmer ses genoux, je l'aurais dit. Mais écoute, Joan Duran, va falloir qu'elle s'aille mal à Philadelphie. Puis encore là, Philadelphie, ils n'abandonneront pas. Là. Moi, je pense qu'au contraire, ils vont essayer de pousser. Griffin Jax peut-être, mais ces noms-là, je pense pas. Si le 27 juillet, on est à 10 matchs et demi de la tête du côté des Phillies, je pense pas qu'on va ajouter des pièces. Je pense qu'on va le faire avant, mais si
ça ne redresse pas la barque. Il va falloir profiter de la valeur de ces gars-là parce que les autres aussi, là, la fenêtre se referme. Là. On a une équipe vieillissante. Fait que si on se dit que peut-être cette année, on l'oublie, on vise l'an prochain, ben, il faut profiter de la valeur de ces joueurs-là pour aller chercher ce qui nous manque pour la prochaine saison. C'est pas fou, c'est pas fou. Là, on tombe dans le vif du sujet, les gros sujets de la semaine, les congédiements. Donc, je vois la question de Baptiste, peut-être que vous en avez déjà parlé. Non, on n'en a pas encore parlé. Reste à l'écoute parce que c'est là que ça se passe. On va commencer avec, allons-y dans l'ordre. Samedi soir, il y a des tractations après la victoire de 17-1 que les Red Sox pourraient congédier plusieurs personnes. Évidemment, la décision avait été prise avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le match a été prévu en soirée, a été devancé à cause de la température. Les Red Sox avaient décidé de congédier Alex Cora, mais Tracy ne pouvait pas partir du 3A puis arriver à temps à Baltimore pour le match du samedi. Donc, on a donné un match de plus à Cora. Les patrons devaient se dire mon Dieu, on va-tu le clairer après une game de 17-1, mais la décision était prise de toute façon. Et on lui annonce que toute sa garde rapprochée s'en va avec lui aussi. Il y a plusieurs entraîneurs, dont le populaire Jason Varitek qui a été replacé dans l'organisation. C'est un congédiement. Le coach de banc, le coach au 3, le coach des frappeurs, name it, tout le monde y a passé. Ménage en règle. Là, et les gens de Boston, moi, le sentiment que j'ai en lisant les commentaires, là, c'est qu'il y a bien des fans qui se disent ouais, OK, Cora, peut-être que ça prenait un changement d'air, fair enough. Mais le vrai problème, c'est le gars qui a pris la décision de le clairer. C'est lui là, qui devrait sauter. Bien, c'est ça. Puis là, il n'y aura plus aucune excuse. Là. Il ne pourra plus blâmer son gérant et ses 72 entraîneurs. Là, les résultats des Red Sox dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, s'ils se rendent jusque-là, c'est imputable à Craig Breslow. Ouais. Puis c'est quand, justement, qu'on va se rendre compte que c'est pas l'homme de la situation. Je pense que c'est Mark Griffin qui en parlait cette semaine. C'est pas un gars qui est nécessairement apprécié autant dans les bureaux que pour la job qu'il fait. Il n'a pas pris de bonnes décisions. Puis en plus, ça n'a pas l'air d'être un bon leader. Puis on sait que dans l'organisation des Sox, on a un gros problème de leadership. Puis ça vient d'en haut. Tu sais, ça part d'en haut, ça descend jusqu'en bas. On sait qu'en bas, on manque cruellement de leader, mais ça vient quand même d'en haut, tout ça. Donc, tu sais, oui, peut-être qu'il fallait faire un changement parce que rien n'allait à Boston. Mais je pense que ça va prendre plus que ces changements-là pour que les Red Sox redeviennent une équipe de premier plan. Il te manque cruellement de leader. Tu as décidé de laisser partir Alex Bregman sur les termes d'une clause de non-mouvement, là, grosso modo. Puis tu avais un gros paratonnerre qui s'appelait Alex Cora aussi, là, qui était très apprécié de ses joueurs. Lui, il en amenait beaucoup de leadership. Tu as décidé de le tasser. Puis encore là, comme je te dis, peut-être qu'il était temps. Là, je sais qu'il n'a pas été là en 2020, mais il était là depuis 2018. Des fois, ça fait du bien un changement d'air, je peux comprendre, mais le problème, c'est plus gros que juste le départ d'Alex Cora. Je lisais d'ailleurs un texte de The Athletic, je ne sais pas si tu as eu la chance de le lire, mais Alex Bregman, il avait tellement de leadership que l'an passé, selon un de ses coéquipiers, il a convaincu Craig Breslow de garder l'entraîneur des frappeurs parce qu'il voulait le tasser. Puis Breslow n'a jamais été capable de blairer l'entraîneur des frappeurs, puis il voulait l'éclairer l'an passé. Puis il pense que c'est à cause de lui que Christian Campbell, ça ne fonctionne pas en ce moment. Puis, écoute, il y a tellement de trucs, on dirait qu'il veut tout faire sauter pour tout amener son monde. On voit des commentaires passifs-agressifs. C'est-tu Buster Olney qui a dit genre, hey, un vrai bon dirigeant, ça ne veut pas tasser tout le monde, là, ça tasse un petit peu de gens, ça amène sa garde rapprochée. Il s'est comme retweeté 5 heures plus tard. On dit que tout le monde est en train de passer ses messages. Ça n'a comme pas de sens en ce moment, l'explosion qui se passe du côté de Boston. Même Ken Rosenthal, là, qui normalement lave plus blanc que blanc, là, puis il ne fera pas un pas de travers à part quand il avait engueulé un caméraman ou il avait regardé de travers. Mais habituellement, il ne va pas blâmer quelqu'un. Je ne dis pas qu'il a blâmé Breslow, mais il a envoyé quelques petites flèches en voulant dire que là, c'est ton moment, puis tu n'auras pas d'autre chance. Là. Fait que, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans le milieu qui sous-entend que Breslow n'est pas nécessairement apprécié. Donc, toute la pression maintenant est sur lui. Il va devoir répondre de ses actes. Il n'y aura plus personne qui pourra blâmer. Je ne pense pas que ça va durer longtemps. Par contre, je pense qu'on va voir que les résultats ne viendront pas et que ce n'est pas l'homme qui va faire changer le vent de côté à Boston. Puis, tu sais, historiquement, là, il y a des organisations où
tu as l'impression que c'est des grandes familles. Là. Tu sais, ce qu'on disait, par exemple, on y arrivera, mais quand Rob Thompson a été congédié à Philadelphie, le propriétaire, M. Middleton, était là, puis on dit même qu'il a versé des larmes, il était triste, un sentiment de famille. À Boston, c'est pas ça. Là. À Boston, les gars, on les tasse, puis on les tasse, puis on les tasse. Là. Regarde, Ben Cherington, il a gagné en 2013, une couple d'années plus tard, il était out. Dave Dombrowski, ça a duré 4 ans lui aussi. Il a été congédié même pas un an après la Série mondiale. James Bloom, ça a duré 4 ans. Ça dure 4 ans. Là, on est à la 3e année d'un gars pour qui ça ne va pas pantoute. Fait que moi, je ne te dis pas qu'il va être congédié durant la saison. Je pense qu'il va être là à la date limite. Mais s'il est congédié en septembre, en octobre ou en novembre, c'est pas moi qui va faire le saut. Le même novembre, c'est tard. Il va être congédié en septembre ou en octobre, selon moi, là, si ça ne se replace pas. Et je ne vois pas pourquoi ça se replacerait. Écoute, je suis persuadé que Chad Tracy est un bonhomme de baseball. Puis, tout le monde en dit du bien. Il a dirigé les jeunes dans les mineurs, parfait, mais on s'entend qu'il est placé dans une situation très, très, très difficile de devoir marcher dans les pas d'un gars comme Alex Cora. On a vu que ça n'a pas marché en 2020 écoute, je me rappelle même plus qui était gérant en 2020. Ça n'a pas marché à ce moment-là, puis j'ai de la misère à croire que ça va marcher en 2026. Pauvre gars. J'ai aucun doute qu'il a les compétences pour remplir ce rôle-là, mais tu le pitches dans une situation. Lui, c'est sûr qu'il va dire oui. Là. Tu lui demandes, tu veux-tu diriger les Red Sox de Boston? Certainement. Puis ils n'ont pas demandé, hein. Il a dit, je me suis fait annoncer que j'ai été nommé. Il n'a pas demandé. C'est comme, allô, tu t'en viens à Boston. Puis il n'aurait pas dit non. Là. Non, c'est sûr. Mais je pense qu'il aurait aimé mieux arriver dans de meilleures circonstances. Là. C'est rare que tu arrives nécessairement quand tout va bien, mais là, ça va vraiment mal. Puis il n'y a personne qui va être surpris si Breslow perd son emploi dans les prochains mois. Tantôt, tu parlais de Thompson des Phillies. Thompson, il veut retourner à Philadelphie quand ça va être le bon moment. Pas dans le même rôle, mais dans l'organisation. Je vous annonce en primaire ce soir qu'Alex Cora ne reviendra pas à Boston. Là. C'est ça, je vous le garantis. C'est pas mal terminé. Penses-tu que si les Red Sox avaient manqué les séries, Cora aurait été congédié durant la saison morte? Peut-être. Tout dépend de la saison aussi. Là, ça dépend comment les choses se passent. Si tu as une panoplie de blessés, que tu n'es pas capable de sortir de ce marasme-là, peut-être, mais encore là, je ne pense pas que Cora était le problème. Là, on a voulu changer la donne, essayer d'envoyer un électrochoc dans l'organisation. Mais Cora, il a gagné la Série mondiale. Tout allait bien jusque-là. Là, fait que les problèmes sont beaucoup plus profonds que seulement Alex Cora. Puis Alex Cora, là, pour vous dire, là, je le prendrai à New York. Là. Ben oui. demain matin, Alex Cora est gérant des Yankees. J'ai aucun problème avec ça. Là. Ouais. Je pense que le seul marché qui ne l'accepterait pas, c'est les Dodgers. Parce qu'ils ont perdu la Série mondiale contre lui en 2017. Parce que les Dodgers, c'est probablement ceux qui huent le plus les Astros. Mais, puis tu sais, je veux dire, ils ont un bon gérant quand même, le Dave Roberts. Ça va bien là-bas. Hein? C'est correct. Je pense pas qu'ils ont besoin de changer la formule. Non. Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui le prendraient. Puis tu sais, la preuve, il a été congédié le samedi soir. Le mot qui s'est mis à circuler, c'est quoi? C'est Dave Dombrowski, il l'adore. Ils ont gagné ensemble à 2018 à Boston. Les deux ont été éclairés un an après. Cora, évidemment, dans les circonstances qu'on connaît. Mais... Et là, on s'est dit, ben écoute, ils vont sûrement s'appeler. Dimanche matin, le roi, la reine et son petit prince appellent Alex Cora faire « Hey, les Phillies, ça te tente-tu, mon chum? » Dimanche matin, il n'a pas attendu. Là. Puis finalement, il a décidé d'attendre. Il veut prendre du temps pour lui. Tu sais, Cora a déjà dit « Je ne veux pas être un gérant de carrière toute ma vie, je ne fais pas ça jusqu'à 70 ans. » Là, il va aller passer l'année à Porto Rico avec sa famille, être un père de famille. D'un autre côté, je me dis... Si les Phillies n'allaient pas aussi mal, puis qu'ils n'étaient pas sur la pente descendante, puis qu'ils n'étaient pas aussi vieux que ça, peut-être que, tu sais, est-ce qu'il aurait réfléchi plus que ça? Parce que dans les faits, là, même si, mettons, on dit l'hiver prochain, ils vont se rejaser, c'est correct, là. Si t'es Alex Cora, c'est-tu vraiment Philadelphie que tu veux aller? Tu sais, c'est-tu un club que tu te dis, je peux tirer le jeu pour aller gagner une série mondiale avec les Phillies, avec Wheeler qui est vieillissant, avec Nola, que ça marche plus ou moins bien, le Bryce Harper, on ne sait pas s'il est dans l'élite, puis tu as beaucoup de gars comme ça, tu sais, qui sont par la force des choses sur une pente descendante. Trey Turner, ça ne gagnera pas un MVP dans les prochaines années. Tu sais, je ne sais pas. C'est sûr que ce n'est pas idéal. Je ne sais pas si ça a vraiment joué parce que déjà, il y a quelques années, Cora disait qu'il voulait passer du temps avec sa fille ou ses filles, je ne sais plus. Là. Mais déjà là, la famille revenait, il n'était pas trop sûr s'il allait être de retour à Boston. Donc, je pense que vraiment, là, de perdre son emploi, là, il va prendre une pause, il va profiter de ce temps-là en famille.
Puis il va revenir à un moment ou à un autre. Tantôt, tu mentionnais que ce n'était pas un gérant nécessairement de carrière, mais je pense qu'il va vouloir y regoûter encore une fois. Je suis Peut-être d'accord que avec ce toi. sera la dernière, on ne le sait pas, mais je pense qu'il reste encore des choses à amener au baseball majeur, à une formation de la MLB. Donc, ça va arriver. Puis peut-être que oui, dans cette situation-là, si c'est dans l'année prochaine, dans quelques années, il va peut-être aller avec une équipe qui pourrait bâtir. Pas qu'on va partir de zéro, mais que ça va être une équipe à sa main puis qu'on s'en va dans la bonne direction, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec les Phillies en ce moment. Moi, tu vois, je n'ai pas l'impression qu'il prendrait une équipe. Moi, je pense qu'il prendrait une équipe de série qui cherche à passer au prochain niveau. Oui, c'est un peu là que je m'en allais. Pas une jeune équipe, mais pas nécessairement une équipe que là, tu as plein de vétérans qui sont là pour gagner tout de suite. Peut-être une équipe qui, oui, est sur le bord des séries, participe aux séries, mais que on pourrait ajouter des pièces qu'Alex Cora veut dans sa formation. Une espèce de Terry Francona qui a pris le contrat à Cincinnati. Une situation un peu comme ça, mais peut-être même une équipe un peu plus proche, mais on voit le genre pas nécessairement une équipe sur la pente descendante. Donc, j'ai mes doutes. Puis, si ça va mal, peut-être que Dombrowski ne sera même pas là pour y offrir la job dans un an non plus. Là, on le sait pas. Fait que je pense à ce point-ci qu'il fait peut-être bien d'attendre. Donc, tout ça pour répondre à la question qu'on avait un petit peu plus haut ici de Baptiste. Est-ce que vous croyez qu'Alex Cora a bien fait de refuser l'offre des Phillies? Avec du recul, je pense que oui. Si tu m'avais posé la question dimanche matin, je t'aurais dit, on prend l'air, saute dans le train. Mais avec le recul, on a une couple de jours pour y penser. Lui aussi, visiblement, il a pris le temps d'y penser. Il veut prendre le temps pour sa famille. Il va avoir le temps de réévaluer. Puis son téléphone, là, il va sonner. Rappelle-toi, l'an passé, pas l'an passé, mais en 2020, là, quand sa suspension a pris fin après la Série mondiale, là, lui et AJ Hinch, 5 minutes après que les Dodgers aient gagné, ils recevaient des appels. Ça va être la même chose pour ça. Là. Son téléphone, il ne dérougira pas. Là. Les proprios vont dire « Hey, es-tu vraiment sérieux que tu veux attendre? » Puis il va dire « Oui. » Ils vont faire « OK, parfait. Garde-nous en tête, on te rappelle cet hiver. » Il y a beaucoup d'équipes qui ont des gérants qui sont en train de penser à Alex Cora en ce moment, je te le garantis. Certainement. Ça va être le nom dans le haut de la liste. C'est pas vrai que, admettons, les Giants prendraient un Tony Vitello à la place d'Alex Cora si Alex Cora est disponible. Alex Cora va toujours il va retrouver Devers. Oui, là c'était un exemple, là, mais, mais ça va toujours être le nom au haut de la liste, à moins qu'il y ait un autre gros nom qui se libère, là, mais je serais surpris. C'est un gars qu'à la minute où il va se rendre disponible, il va avoir des appels. Moi, j'ai une prédiction pour toi. Un club qui est capable de changer de gérant si ça y tente. Un club qu'il faut qu'il tire le jus. Je ne te dis pas qu'il va aller là, mais je te dis qu'il va y penser. Check le bien penser aux Padres de San Diego. Mais ça serait extraordinaire, là. Dans la division des Dodgers qui laïssent pour s'en confesser. Avec une formation qui surprenamment performe. À un niveau, on s'attendait à ce qu'ils se maintiennent, là, mais on performe, on talonne les Dodgers, même si ce n'est pas facile. Puis, on a cette rivalité-là, ce serait extraordinaire. Un club, d'après moi aussi, qui va peut-être y penser, c'est les Mets, là, jusqu'à preuve du contraire. Je ne sais pas jusqu'à quel point il reste à Mendoza, mais je ne sais pas si ça, c'est un projet qui va être tenté. Parce que eux autres, c'est peut-être le prochain club qui va penser à un changement de gérant, mais eux autres, ils n'attendront pas l'hiver prochain, j'ai l'impression, si ça continue comme ça. Non, puis j'ai pas l'impression qu'Alex Cora irait là. Non. Je pense pas qu'il va aller avec ce genre de club-là. Là. Il en a géré de la merde, là, Boston. Là. Ouais. Je pense qu'il voudrait s'en aller dans un environnement un petit peu plus sain. Là. Je suis d'accord avec toi. Donc, tout ça pour dire, ultimement, c'est Rob Thompson qui a écopé à Philadelphie. Le dimanche, là, quand Dave Dombrowski a passé un appel pour Cora, je pense qu'il se doutait très bien que c'était la fin pour son gérant à lui. Il s'est dirigé finalement vers Don Mattingly, qui était le coach de banc qui remplace à l'intérim, annoncé jusqu'à la fin de la saison. Les Red Sox sont pas fait ça. Les Red Sox ont ouvert la porte à engager un gérant à temps plein en cours de saison. Les Phillies ont dit que Mattingly était l'homme de la situation jusqu'à la fin de la campagne. Évidemment, je vais le croire quand je vais le voir. Là, si on trouve son homme, peut-être que Mattingly va accepter de rester coach de banc et que l'homme en place à temps plein puisse prendre son trône en cours de campagne. Mais présentement, ce n'est pas le plan du côté des Phillies. Rob Thompson, ce qui a retenu l'attention, c'est sa grande classe d'organiser une conférence de presse par Zoom le jour même de son congédiement avec les journalistes. Il y en a beaucoup qui ont apprécié. Le East Canadian Nice, là, il est sympathique comme tous les Canadiens. C'est quelque chose qui est ressorti quand même beaucoup à ce moment-là. Il n'en veut pas du tout à Dave Dombrowski d'avoir parlé à Alex Cora avant. Puis
ça c'est d'être rationnel, Sébastien, parce qu'on s'entend qu'il ne peut pas congédier son gérant puis penser à un plan après. Là. Je veux dire, tu n'as pas le choix de faire les choses un peu dans le désordre par la force des choses. C'est comme, à moins que tu le fasses durant la saison morte, mais c'est comme ça que ça marche dans le monde du sport. Mais en même temps, on comprend quand tu viens de te faire congédier que tu ne le vois pas toujours de même. Lui, il l'a vu de cette façon-là. C'est vraiment tout à son honneur. Là. Tu sais, c'est un monsieur qui était très, très, très apprécié. Tu l'as dit, on veut le garder dans l'organisation. Puis en voilà un autre, là, que mettons qu'il y a des équipes qui pourraient appeler l'hiver prochain. Ah, certainement, certainement. Puis c'est tellement rare de voir un gérant qui se rend disponible aux médias quelques heures après avoir été congédié. Ça arrive jamais. Puis, tu sais, toute la classe qu'il y a eu dans cette disponibilité média-là, on voit que c'était tout un monsieur. C'est dommage parce qu'il fallait en arriver là à Philadelphie. Ça ne fonctionnait plus. Il fallait tenter quelque chose. Ça a été lui qui a écopé. Là, on se tourne vers Mattingly. Moi, je n'haïs pas ça. Tu sais, Mattingly pourrait faire un Thompson quand il a remplacé Joe Girardi. Ça pourrait être le genre de gérant qui. Ouais, dans le meilleur des mondes. Mais... Dans le meilleur des mondes. Mais tu sais, ça reste que c'était pas l'homme de la situation. L'homme de la situation, c'était Alex Cora. Fait que Mattingly se retrouve dans un environnement où tu n'étais pas mon homme, mais là, je vais te mettre là parce que je n'ai pas vraiment d'autres options pour le moment. Fait qu'arrange-toi avec ça. Tu es là jusqu'à la fin de la saison. On n'est pas sûr par la suite. Puis comme tu as dit tantôt, ça se peut que même pendant la saison, s'il y a quelqu'un qui se libère, on va aller le chercher. Fait que, tu sais, pauvre gars, lui aussi. Bonne chance dans tout ça. C'est vrai, c'est pas un mauvais homme de baseball, c'est pas un mauvais gérant. La situation ne sera pas facile, par contre. Je pense qu'il est capable de répondre aux attentes, mais ça va être loin d'être facile. Mais moi, je le vois différemment. Tu sais, si on avait fait ça à Chad Tracy à Boston, je t'aurais dit, oh, c'est chien, c'est un jeune émergent qui s'en vient. Mattingly a déjà dit, je pense pas que j'ai l'énergie pour être gérant. Là, il est là comme pour remplacer. C'est sûr que ce ne sera pas lui le gérant en 2027 de toute façon, puis je pense qu'il le sait, il ne s'attend pas à ça. C'est pas un gérant qui a connu énormément de succès à Los Angeles ou à Miami. Il n'a pas été mauvais, mais tu sais, il n'a pas Miami, bonne chance, là. Oui, non, exact. Mais je comprends ton point. Mais tu sais, il n'est pas reconnu comme un gérant que tu dis, waouh, ça c'est un. Tu sais, comme Alex Cora, tu dis, ça c'est un gérant. Mattingly, tu fais, ah, c'est un gérant. Tu sais, c'est comme pas exactement la même chose. Il est un peu plus âgé, un peu plus proche de la retraite. Pour une courte période, ça peut faire, je pense. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est pour ça que je te dis, je pense pas qu'il le prend mal. Je pense pas que. Peut-être pas. Mais tu sais, il me semble que j'aimerais ça, savoir que mes patrons sont en arrière de moi. Là. Non, on s'entend. On s'entend. Mais c'est pour ça aussi. C'est pour ça aussi là où je m'en vais. Je pense pas que ça va marcher tant que ça. Tu sais, ça va être un peu la même chose que Rob Thompson. Tu sais, c'est sensiblement la même voie dans le sens où je pense pas que Mattingly va nécessairement tout changer non plus. Tant mieux pour les Phillies s'ils arrivent à se relever, mais je ne sais pas jusqu'à quel point Mattingly va être capable de faire des miracles. Mais est-ce qu'il faut tout changer? Tu sais, les Phillies, là, ça allait bien là, avant cette année. Là. Même si on se faisait sortir rapidement en séries éliminatoires, on n'avait pas une mauvaise formation, puis on jouait du bon baseball. Là. Donc, tu sais, il ne faut pas recommencer à zéro. Il faut apporter certains ajustements. Peut-être qu'une nouvelle voie, même si on s'en va probablement dans la même direction, ça peut changer. C'est un vent nouveau. Des fois, ça fait un petit déclic pour les joueurs de savoir que c'est un nouvel entraîneur. Puis que là, c'est à nous autres à répondre. Là, c'est plus l'entraîneur, c'est plus le gérant, c'est nous. Là. On doit performer sur le terrain parce que tu regardes les Phillies sur papier, là, il n'y a pas tant, même si on est vieillissant, il n'y a pas tant de trous que ça dans cet alignement-là. Puis pourtant, on ne performe pas. Non, en effet. Non, tu as raison. Mon père qui le mentionne ici, Mattingly savait peut-être quelque chose de son fils pour se joindre aux Phillies. C'est son fils qui est Preston Mattingly, qui est le DG, donc qui travaille sous Dave Dombrowski. Moi, le sentiment que j'ai, puis peut-être, mais le sentiment que j'ai, c'est surtout à Toronto, il est en train de se faire tasser. Tu sais, c'était lui qui était en charge des frappeurs. On a engagé un entraîneur des frappeurs, Hopkins, pour la saison 2025. Ça s'est bien passé. Les responsabilités de Mattingly avaient diminué. Donc, se sentait un peu peut-être atteint dans son orgueil ou quoi que ce soit, décidé de partir à la fin de la saison, sans trop en faire de cas, ce qui est bien correct. Ce n'est pas son genre de se lever et de chialer non plus. Puis là, il cherchait un nouveau défi. Le poste de coach de banc s'est ouvert du côté de Philadelphie. Avait la chance de travailler dans un marché qui, on pensait qu'il y avait des chances de faire quelque chose en 2026, de travailler avec Rob Thompson, de travailler dans l'organisation de son fils, de travailler avec Dave Dombrowski, de travailler avec des joueurs comme Bryce Harper, etc. Moi, je pense que c'est surtout ça. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça paraît bien.
Oui, c'est sûr. Tout a tombé en place, mais je pense pas que le but des Phillies, c'était de congédier Rob Thompson cette année. Là. Non, Le but, c'était justement de retourner loin en séries éliminatoires, comme ce fut le cas par le passé, avec notre gérant. Là. Quand tu congédies un gérant, c'est parce que ça va pas bien. Puis des Rob Thompson qui succèdent à Joe Girardi, qui se rendent en série mondiale, ça n'arrive pas souvent. Là. Donc, le plan, c'était d'avoir notre gérant, puis de finalement repasser au prochain niveau. Donc, ça a bien tombé pour Mattingly, mais je ne pense pas que c'était ça l'objectif au départ. D'ailleurs, tu parles de Rob Thompson qui remplace Girardi en 2022. Rappelle-toi, à ce moment-là, il n'avait jamais été gérant dans le baseball. Puis ce qu'on avait dit, c'est moi, quand je me suis fait offrir la job, ça a comme changé mes plans parce que mon plan, c'était d'être coach de banc pour la fin de l'année puis de prendre ma retraite à la fin de la saison 2022. Là, non seulement il n'a pas pris sa retraite, il a été gérant jusqu'en 2026, puis son nom va circuler pour être gérant ailleurs. Puis si son nom circule, il va écouter. Je ne te dis pas qu'il va revenir gérant ailleurs, mais s'il y a une opportunité qui lui fait plaisir, peut-être qu'il ne va pas se priver et qu'il va sauter dessus. Donc, ça peut changer vite dans le monde du baseball. On en a eu la preuve cette semaine. Ça a été une avalanche de nouvelles, de petites nouvelles qui en découlaient par la suite. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme je te dis, là, on porte notre attention sur ce qui va se passer chez les Mets de New York parce que ce n'est pas impossible que ce soit le même sort qui explique, le même sort, excuse-moi, qui attend un gars comme Carlos Mendoza. Sébastien, on a quelques petites questions qu'on va faire vite fait. Donc, allons à la période de questions. On a une question sur les Yankees que je vais poser au gars qui ne possède que des casquettes des Bombardiers. C'est logique, ça. Olivier qui nous dit, est-ce que vous êtes surpris que Randall Grichuk a été DFA? Aussi, avec la promotion d'Elmer Rodriguez dans les majeurs, êtes-vous inquiet pour l'avenir de Louis Hill chez les Yankees? Premièrement, pour Grichuk, non, pas vraiment. Là, on l'a amené comme bâton droitier parce qu'on avait grandement besoin d'un bâton droitier, mais là, on est en train de préparer le retour de Anthony Volpe. On est en train d'avoir les joueurs qu'on voulait en place du côté des Yankees. Donc, non, ce n'est pas nécessairement une surprise. C'est un joueur de profondeur qu'on a amené, a connu un début de saison très lent. Mais on l'amenait dans des circonstances particulières, donc ce n'était pas nécessairement un go-to-guy. On est capable d'en trouver des Randall Grichuk quand on en a besoin. Donc, c'est lui qui a écopé. Puis dans le cas de Rodriguez, en lien avec Louis Hill a eu tellement de chances de se faire valoir, a connu du succès. T'es la recrue de l'année. On avait de grandes attentes envers Louis Hill. Mais là, depuis sa blessure, c'est plus le même lanceur. C'est très, très difficile. Puis oui, je suis inquiet pour son avenir. Mais j'ai plus vraiment d'attente envers Louis Hill parce que ça ne s'en va pas dans la bonne direction dans son cas. Olivier qui nous demande ici, ça c'est une bonne question. Qui entre les Mets et les Red Sox sont les plus chaotiques en ce moment? Les Mets. J'ai pas le choix de dire les Red Sox, mais les Mets. Moi, c'est les Mets. Les Red Sox, on dirait que tout le monde. Les gens, voici pourquoi je choisis les Red Sox. Les gens veulent plus la tête de Breslow qu'ils veulent la tête de David Stearns. OK, oui. Ça un gérant plus stable en ce moment. J'ai l'impression que. Je sais pas. Par contre, tu sais, Beau Bichette qui s'ennuie de sa mère sur le banc après une défaite. Je suis pas en train de te dire que les Mets ne méritent pas ce titre-là. Non, c'est ça, c'est dur. C'est le genre de cas de t'as pas gagné recrue de l'année parce que tu étais l'année de Paul Skeens. Une autre année, tu aurais pu gagner le titre. C'est pas mieux là-bas. Puis, moi, j'y vais comme avec les Mets, peut-être en fonction des attentes. Là. Pour moi, les Mets sont supposés à chaque année remporter la Série mondiale avec l'argent qu'on met sur la table. On dépense moins à Boston. On a un petit peu moins d'attentes, même si les partisans sont vraiment virulents, ils veulent gagner. Mais quand même, à New York, avec ce qu'on met sur le terrain, même si ce n'est pas les bonnes décisions qu'on a prises, on s'attend à plus. Puis il n'y a absolument rien qui fonctionne là-bas. Il y a Sport Media ici qui nous dit que c'est un plaisir de revoir Mike Trout à son niveau, même si tout le monde déteste les Angels. C'est pas qu'on déteste les Angels, c'est qu'on les trouve insignifiants. Mais c'est pas la même haine qu'il y en a beaucoup qui ont pour les Dodgers ou pour les Astros ou pour les clubs de gros marché. C'est plus la pitié à la limite pour les Angels qu'autre chose. Mais oui, c'est le fun de revoir Mike Trout à ce niveau-là. Il y a un bon début de saison. Écoute, on touche du bois, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être que sa santé, son dos va lâcher ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, de revoir Mike Trout à ce niveau-là, c'est le fun.
Certain. La série entre les Angels et les Yankees, qui normalement, tu parlais d'insignifiance, normalement, une série Angels-Yankees, c'est assez insignifiant. La semaine en plus. Là. Oui, la semaine, là, on n'en a rien à cirer là, pour la plupart. Mais cette série-là, là, avec Aaron Judge et Mike Trout qui se répondaient par la bouche de leur canon. C'était incroyable. C'était à coup de 2 circuits par match. Puis, ah ouais, tu vas en frapper un autre, ben regarde-moi aller. Puis là, l'autre en frappait le lendemain. C'était incroyable. C'est ça qu'on veut voir. C'est des Mike Trout, des Aaron Judge, c'est des vedettes du baseball majeur qui sont à leur plein potentiel. Ça n'a pas été le cas pour Trout, malheureusement, dans les dernières années, pour différentes raisons, dont les Angels. Les Angels font partie des raisons pourquoi Mike Trout n'était plus le Mike Trout qu'on a connu. Mais là, c'est plaisant de le revoir à 100% ou presque, jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose, malheureusement. On a une question ici. Quelle est votre plus grande surprise et déception en termes d'équipe et de joueurs lors de ce début de saison? Écoute, en termes de surprise pour les joueurs, j'ai le goût de te nommer José Soriano, là, chez les Angels qui se magasinent un Cy Young après un mois. Là, genre, qu'est-ce que c'est ça, cette moyenne-là en dessous de 1? Il était à 0.24 là, jusqu'à temps qu'il ait sa performance dégueulasse de genre 2 points mérités en 6 manches de travail. Ouais, ça, c'est vraiment mauvais. Là. Ouais, non, mais ouais, je ne peux pas jouer à balle, reste chez vous. C'est ça, va être des mineurs. Mais, non, Soriano, là, ça va cette année. Est-ce que ça va durer? Aucune idée. Ben, à ce rythme-là, non. Mais est-ce qu'il est capable de rester un lanceur dominant toute la saison? C'est une bonne question. Mais pour l'instant, pour moi, c'est ma surprise en termes de joueurs. Là. Ah oui, c'est sûr. Puis les Angels en ont-tu besoin de lanceurs qui sont capables de lancer? Ça fait depuis 1902 qu'ils ne sont pas capables d'avoir une rotation qui se tient. Au moins pour le mois d'avril, à performer. Donc, c'est ça. Surprise. Je vais y aller du côté des équipes. Je suis un petit peu déçu des Marlins en ce début de saison. Oui, on a quelques blessures. Je m'attendais à ce qu'ils performent un petit peu plus. Je me fiais peut-être à la fin de saison de l'an dernier. On avait de l'effervescence, on avait de l'espoir. On a une très belle jeune formation. Je pense qu'il manque encore un petit quelque chose, mais je m'attendais à plus dans ce début de saison des Marlins. Surprise aussi pour les équipes, je vais te nommer la centrale de la nationale en général. Oui. Tu sais, j'ai ouvert le classement là, devant moi, tu as Cincinnati à 19-10, extraordinaire début de saison là-bas, ça va bien. Les Cubs 18-12, on les attendait pas mal là. Les Cards à 16-13, on les attendait pas là. Les Brewers qui sont au 4e rang de leur division, mais qui sont quand même à 15-13 et qui sont quand même au-dessus de 500, ça va bien pour eux. Les Pirates sont derniers de la division. Ça, on a été habitué à ça dans les dernières années. Mais ils ont quand même une fiche de 16-14. Tu sais, ça va vraiment, vraiment bien dans cette division-là. Contrairement à l'autre centrale où personne n'est au-dessus de 500. Là, ils sont tous au-dessus. Tu sais, c'est vraiment spécial, cette division-là. Donc, moi, ma surprise, je vais te nommer tous ces clubs-là en général. Oui. C'est quand la dernière fois qu'on a mis les Pirates et les Reds des Power Rankings là, dans le top 10? moi, je ne me rappelle pas avoir vu ça. Là. Puis c'est mérité. Comme tu as dit, là, ces équipes-là performent, puis ils s'entretuent entre eux autres. Là, si on s'était dit en début de saison que la division, pas à battre, mais que tout le monde allait performer, ça allait être la centrale. Personne ne nous aurait cru, avec raison. Mais là, c'est là que ça se passe. Dans l'Est, les Braves s'éloignent déjà. Dans l'Ouest, on a les Dodgers, les Padres qui suivent un petit peu, mais sinon, c'est dans la centrale que ça se passe. Absolument. Tu vois, Matt, il nous dit ici que Murakami avec les Sox, c'est une surprise, ça c'est vrai. Déception, Vlad Guerrero Jr. Moi, je ne suis pas déçu de Guerrero, mais je ne suis pas impressionné non plus. En fait, le Guerrero, c'est qu'il n'y a pas de puissance en ce moment. Mais pour une raison que j'ignore, il a décidé de prendre un side quest cette année et d'aller gagner un championnat des frappeurs. Oui, c'est ça. Il remplace Bobichette. Oui, c'est ça. Il ne fait pas un vilain travail, mais c'est sûr que s'il peut avoir plus de pop un peu durant les moments importants, ça aiderait. Là. Donc, comme je te dis, pas impressionné par Vlad, mais je ne suis pas déçu non plus. Je suis surpris par Vlad, on va le dire comme ça. Mais tu parles de pop, il y a moins de pop depuis quelques années. C'est pas le Vladimir là, qui sortait la balle plusieurs présences. En 2021. Oui, exact. Il y a moins de puissance. Je pense que c'est un meilleur frappeur, par contre. Mais pour moi, ce n'est pas une déception parce qu'à chaque saison,
le début de campagne, c'est Ouais, t'as difficile raison. pour Vladimir. Là, il y a plus de pression, plus de charge de travail dans le sens que c'est sur lui que cette attaque-là repose. Là. On n'a plus de Bobichette pour frapper derrière lui. On a des blessés, donc il doit performer. Ce n'est pas nécessairement facile. C'est plus facile pour les lanceurs adverses de l'affronter aussi. Donc, il n'y a pas un chemin ouvert vers le succès. Donc, pour moi, ce n'est pas une déception jusqu'à maintenant cette saison. S'il se met en marche au mois de juin, juillet, comme l'année passée, ça va être dangereux. Il y a, écoute, on va combiner un peu les questions, mais je vais te la poser aussi sous forme de c'est une déception, c'est une surprise ou quoi que ce soit. Jérôme veut savoir comment on explique le début de saison des Mariners de Seattle. Je le sais pas. Je le sais pas. C'est la petite chicane entre Cal Riley et le bon Reddy. C'est sûr que ça aide pas, là. C'est sûr et certain que ça aide pas. Tu vas avoir un vestiaire uni. On l'a vu l'an dernier avec les Jays, ce que ça peut faire, un vestiaire uni qui se tient, que tout fonctionne. Je serais surpris que ce soit le cas à Seattle. C'est certainement un des points qui font la différence. Parce que, on s'entend là, dans nos prédictions, là, chez Passion MLB, là, tout le monde ou presque mettait les Mariners en série mondiale. Ouais. Donc, il se passe quelque chose. C'est pas catastrophique. Et c'est pas le temps d'appuyer sur le bouton panique, surtout que cette division-là est très prenable. Mais il va falloir qu'il se passe quelque chose. Puis à un moment ou à un autre, on le savait que Cal Raleigh n'allait pas connaître la saison qu'il a connue l'an dernier. Mais Jules Rodriguez, là, il va falloir qu'il s'y lève. Là. Depuis le temps qu'on l'attend, c'est vraiment pas un mauvais joueur. Il fait le travail, mais il faut qu'il traîne cette équipe-là sur ses épaules. Jules, là, il n'a pas eu son contrat par charité chrétienne. Là. Il l'a eu pour performer. Là. Exactement. Donc, il va falloir qu'il... Non, j'allais juste dire, Vladimir a eu son contrat, il a performé. Lui aussi, là, il doit le faire. Oui, il l'a eu plus jeune, c'est différent, mais quand même, c'est sur lui que cette attaque-là repose. Là. Cal Raleigh, c'était une surprise l'an dernier. Ouais, donc, c'est Julio Rodriguez qui doit frapper pour les Mariners, même si c'est dur de frapper la balle. Matt nous demande, sous question par rapport, on parlait de Louis Hill tantôt, est-ce qu'il y a une trajectoire à la Alek Manoah? Pas au point de vue de l'attitude. Là. Louis Hill travaille. il travaille fort. La similitude entre les deux, c'est au deuxième étage. C'est dans la tête, c'est la confiance. Il s'est passé quelque chose. Les deux ont été blessés d'ailleurs. Donc, c'est pas facile de revenir d'une blessure. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire de la bonne façon. Puis oui, il y a des similitudes. Par contre, pas au point de vue de l'attitude. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on avait à quelques minutes là, du début du match numéro 5 du Canadien. On vous laisse tout le monde aller regarder le match de hockey. Merci à tout le monde d'avoir été là à une heure plus hâtive, à 18h aujourd'hui, en ce mercredi, sur les réseaux sociaux de Passion MLB, Facebook, X et YouTube. Mais sinon, évidemment, comme à chaque semaine, on peut nous rattraper, Sébastien, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Oui, un peu partout. Sur notre site web, passionmlb.com, on continue à mettre le podcast, à mettre de nombreux articles par jour. Oui, on a le Canadien. Oui, on a les séries éliminatoires de la Ligue nationale qu'on suit nous aussi, mais le baseball majeur aussi continue. Puis on poursuit sur nos textes à se coller à l'actualité de la MLB. Donc, merci à tous les auditeurs encore une fois pour avoir été au rendez-vous cette semaine. On vous souhaite une excellente semaine de baseball et on se dit à la semaine prochaine.